vigilante law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by SoFilm, 10e épisode. Et pour cet épisode, le 10e, nous avons décidé pour la première fois d'aborder la série. Et pas n'importe laquelle, une série très populaire et emblématique. Il s'agit de The Crown, série créée par Peter Morgan en 2016 et dont les derniers épisodes de la saison 6 sont sortis le 14 décembre sur Netflix. Et bon, c'est un choix un peu étonnant, The Crown de la part d'Emmanuel Burdeau, mais tu vas nous expliquer un peu pour quelles raisons tu voulais parler de séries sur ce podcast pour la première fois, et plus particulièrement de celle-ci. Bonjour, derniers épisodes de la saison 6, c'est les derniers épisodes tout court, d'ailleurs, parce que la série, elle est terminée. Oui, moi, je trouve ça bien qu'on parle de... J'avais envie, effectivement, qu'on parle de série. Peut-être qu'on tente de faire un peu un bilan... C'est pas facile, il y a tellement de séries, mais je dirais une sorte de bilan 20 ans après, parce que, mine de rien, ça fait 20 ans que les séries ont pris cette importance avec les Sopranos, qu'on a appelé le troisième âge d'or de la télévision, voir un peu où on en est. Bon, moi je dirais déjà pour commencer, je pense qu'au fond, le bilan est peut-être pas si bon que ça sur les séries. Et The Crown, je précise tout de suite que moi c'est une série que je trouve pas très bonne, même plutôt assez mauvaise. Il n'empêche que je dissocie ça de l'intérêt qu'on peut y trouver, notamment au regard du paysage général des séries. Et il me semble qu'il y a dans The Crown, alors je dirais même qu'il y a éminemment dans The Crown, moi, quelque chose qui m'a toujours intéressé dans les séries modernes en tout cas, et qui me semble être vraiment le sujet fondamental des séries. C'est ce qu'ici on appelle tantôt la famille royale évidemment, et tantôt le système. Souvent les personnages font référence à un système qui d'ailleurs n'est pas à proprement parler un système politique ni un système familial, mais on dirait un système familialo-politique, la monarchie, auquel les membres de la famille royale sont censés se soumettre, quoi. Et il me semble qu'il y a toujours un système dans les séries télé, presque toujours. C'est-à-dire que je dirais système même, je dirais au sens de programme. C'est-à-dire qu'il me semble que vraiment ce qui fait l'identité des séries modernes, c'est l'idée qu'on va s'intéresser à quelque chose qui est extrêmement fort, un métier, une communauté, quelque chose qui existe hors la vie, qui est hors la vie. Là, c'est très clair, la monarchie, elle est hors la vie, elle est hors le XXe siècle, qui a ses règles propres, et qu'on présente d'abord comme quelque chose qui, précisément, n'est pas la vie, est sous cloche, mais dont on va se demander au fur et à mesure si il est possible pour ce système, pour ce programme, parce que je pense que fondamentalement, ce dont parlent les séries télévisées, c'est de la télévision, c'est-à-dire du programme. On va se demander si ce programme peut parfois déborder un petit peu de sa programmation pour mettre un pied dans la vie, pour sortir de ce qui est déjà prédestiné, préprogrammé, préordonné, hiérarchisé, ritualisé, pour parfois laisser passer un petit peu d'affect, un petit peu d'imprévu, un petit peu d'humanité. Pour moi, c'est le sujet de quasiment toutes les séries. Et là, c'est très clair, la reine Elisabeth II, c'est ça. Et ce qui rend le personnage... On peut peut-être se rappeler que The Crown donc suit, pour ceux qui n'ont vu aucun épisode de cette fameuse série, donc la série suit les épisodes marquants de la vie d'Elisabeth II, de l'enfance, l'adolescence, jusqu'à une période très récente. Jusqu'à une période relativement récente. La série se termine en 2005, a priori, avec le mariage du prince Charles et de Camilla. Et de Camilla, voilà, merci. 2005. Merci, Mathieu, je sais que... Et donc on suit de saison en saison. On suit de saison en saison. Un personnage essentiellement. Un personnage essentiellement, je dirais oui et non, parce que la reine, elle est pas tant que ça au centre de la série, elle y est pas toujours. Et dans cette saison 6, elle y est plutôt pas. Moi, j'ai pas vu absolument toutes les saisons, mais quand même si. Elle l'est plutôt pas. La première partie de la saison 6 qui a été mise en ligne mi-novembre à peu près, je crois, début novembre, peu importe. Pardon. C'était Diana, les derniers jours de Diana. Et ici, on s'attache plus particulièrement aux deux enfants, surtout William d'ailleurs, sa rencontre avec Kate Middleton, et puis en effet le mariage
très longtemps désiré de Charles avec Camilla qui a enfin lieu, et la série, pour finir, se ressente autour du personnage de la reine. Et à chaque fois qu'on se ressent vraiment autour de la reine, la question qu'on pose, c'est toujours celle-là. C'est l'histoire d'une femme dont on nous dit et dont on nous redit qu'elle était une femme, vraiment, avec des aspirations de jeune femme, avec des rêves romantiques, avec des affects, mais qu'elle a dû mettre cette femme sous le boisseau pour devenir un titre. Pour devenir, je le redis, pardon, un programme, pour se conformer à un programme. Mais que cette femme, au fond, elle n'a jamais totalement réussi à la tuer complètement, et que par intervalles irréguliers, elle refait surface parfois, même si vers la fin de la série, je pense qu'on peut le dire sans spoiler du tout, même si la fin de la série a tendance justement à nous dire, parce que je pense que c'est un peu le discours que produit toute série, qu'au fond, les deux Elisabeth qui sont en elle, c'est-à-dire la jeune femme qui avait des aspirations de jeune femme comme tout le monde, des rêves de rencontrer un homme, de voyager, tout ça, et l'Elisabeth qui est l'incarnation d'une dynastie, que ces deux femmes ont fini par se rencontrer, et qu'au fond, elle est devenue, c'est ce que lui dit son mari, Philippe, que je trouve très bien interprété par Jonathan Pryce, elle lui dit « You're a natural ». Ça veut dire, en gros, tu es la seule. Pourquoi cette monarchie survit à travers toi ? Parce que tu es la seule qui incarne la continuité du programme de façon naturelle et pas de manière et pas comme un robot. Voilà. Mais cette histoire de décrire une vie qui est hors de la vie, sous cloche, on pourrait penser à de très très nombreuses séries, même les Sopranos. On prend toujours un monde dans le monde qui n'est pas qui sert à la fois de microcosme, c'est-à-dire qui sert comme une image du monde en entier. Mais en même temps, qui n'est qu'une sorte de laboratoire, voilà, qui est un laboratoire à qui il arrive parfois on sort un peu du laboratoire. Et longtemps, je me suis dit qu'au fond, les séries télé, elles parlaient de ça parce que c'était toujours la question de savoir est-ce qu'une série télé a accès vraiment à cette espèce de vie non programmée, hein, de vie qui n'aurait pas à reprendre au prochain épisode à chaque fois, qui n'aurait pas à chaque fois à contenir la promesse d'un épisode N+1, est-ce qu'elle a accès à cette vie-là sans préméditation, à une sorte de présent pur, ou pas ? Et c'est comme si, pour moi, toutes les séries parlent de la différence entre télévision et cinéma, d'une certaine façon. Mmh. Et il y a un autre aspect qui est concomitant de celui-là, c'est que ce monde, évidemment, il a ses règles, il est clos sur lui-même, il est secret. Il est secret. Alors là, on va entrer, pour moi, dans ce qui le plus intéressant, je dirais, dans la série, mais aussi le plus problématique, est le statut du secret. De ce qui est secret ou pas. Le rapport entre le privé et le public. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça aussi, pour moi, c'est au cœur de la série. C'est que c'est tout le temps l'histoire de situations privées, mariage, divorce, amour, trahison, infidélité, qui deviennent tout de suite des situations publiques. Bon. 99% des histoires que nous raconte cette série tourne autour de ça, autour de fuites, de choses que le public ne doit pas savoir, et c'est tout de suite. Bon. Mais ça aussi, je pense que c'est fondamental dans la série. J'avais remarqué à un moment, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé aux séries, disons plutôt début des années 2000, les Sopranos, The Wire, tout ça, les grandes séries, et puis un petit peu encore ensuite, mais à bout d'un moment, je me suis moins intéressé parce qu'il y en a eu tellement, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de séries, parce que les grandes sagas auquel appartient encore The Crown, ont cessé d'occuper le devant de la scène, que les séries, on a eu des mini-séries, on a eu plein de choses, voilà. Qu'aujourd'hui, c'est un champ extrêmement éclaté. Bon. Mais si on reste dans le domaine des grandes sagas, il y avait un truc qui revenait tout le temps, qui est pas présent ici, je dirais, comme motif, mais qui est présent quand même imaginairement, c'est l'idée du sous-sol. C'est-à-dire que ce soit dans les Sopranos, The Wire et ailleurs, il y a toujours un moment où il faut descendre au sous-sol. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que je pense la télévision a gardée, que la télévision, c'est fait pour... repose sur un principe de voyeurisme. C'est là, on va montrer ce qui ne doit pas être montré. On va descendre au sous-sol, là où normalement sont les choses qu'on ne montre pas. Ici, il n'y a pas de sous-sol, mais fondamentalement, c'est ça. On va vous donner accès à ce monde qui n'est pas le vôtre, ça par définition, et on va vous donner accès à des situations privées qui, normalement, n'ont pas à être des situations... n'ont pas à être des situations publiques. Et quand tu parles de télévision, là, c'est un concept élargi, alors, parce que Netflix, pour le coup, c'est pas que la télévision. Alors, très juste, en effet. Et ça, c'est un truc que je trouve... qui reste peut-être à penser, en vérité, c'est qu'effectivement, moi, je continue aussi, comme tout le monde, à parler de télévision, alors qu'on n'est plus à la télévision du tout. Bon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la télévision, si on parle des séries, c'est un abus de langage que de continuer de les appeler séries télévisées, parce que je pense que 95% des séries que toi et moi ou tout le monde voyons, c'est plus des séries à la télévision. Donc je dis séries télévisées, et même à une époque,
J'avais fait une série de textes dans la revue Vacarme sur quelques séries. Sherlock, True Detective, Masters of Sex. Je parlais de ce que j'avais appelé, pas du tout un concept, mais que j'avais appelé de télévisualisation. C'est-à-dire l'idée que la télé va chercher quelque chose, qu'elle fait remonter à la surface. Une chose secrète qu'elle fait remonter à la surface. Comme si c'était une sorte de... Comment dire, un procédé propre à la série qui pourrait prendre ce nom-là. Mais justement, il y a quelque chose là, je dis beaucoup de choses à la fois, mais il y a quelque chose là Moi, ce qui m'a vachement beaucoup intéressé pendant longtemps, dans le passage de la série télévisée à la série, disons plutôt de plateforme, c'est qu'évidemment la série télévisée, dans l'incarnation qui a été la sienne pendant très longtemps, les épisodes c'était des rendez-vous fixes. Et puis quand on est passé sur les plateformes, les épisodes ont cessé d'être des rendez-vous fixes, soit parce que les gens les regardaient quand ils voulaient, sans avoir à se brancher le soir de la diffusion, soit parce que comme c'est sur Netflix, tous les épisodes sont mis à disposition au même moment, donc par définition, les gens les regardent au moment où ils veulent. Et pendant un temps, j'ai accueilli, au moins d'un point de vue, je dirais, narratif, ce changement je l'ai accueilli de manière assez positive, parce qu'il me semblait que ce qui se jouait là, dans le passage de la grille des programmes télé à un espace où il n'y a pas de grille, c'était une libération de la narration par rapport justement à des rendez-vous irréguliers. C'est-à-dire que la narration elle-même cessait d'être linéaire, elle cessait d'être... un épisode ne pouvait ne pas venir chronologiquement juste après l'autre, ou au contraire, il pouvait commencer à la seconde où l'autre se terminait, mais que tout ça devenait libre. Il y a eu des grandes séries qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Je pense que celle qui est allée le plus loin de ce point de vue-là, c'est Breaking Bad d'une part et Better Call Saul de l'autre, où toute idée de linéarité et de continuité narrative ont été rompues et où on pouvait passer d'une histoire à une autre sans rapport entre les deux. C'est-à-dire en se disant, OK, pendant 20 minutes, on filme tel personnage et pendant 20 minutes, tel autre. Entre les deux, il n'y a pas de rapport d'espace, il n'y a pas de rapport de temps. Et il me semblait que ça, parce que là-dessus je suis très, déterministe, et même, si j'ose dire presque, disons marxiste, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment la structure qui fabrique, et parce qu'on était dans un espace qui, n'étant plus l'espace de la grille des programmes, était complètement affranchi de toute forme de continuité, de linéarité. Je dirais qu'il y a quand même que très rares sont les séries qui ont réussi vraiment à casser ce principe qu'on trouve dans toutes les séries, à savoir qu'on a un quart d'heure avec un personnage, 5 minutes avec un autre, 5 minutes avec un autre, 5 minutes avec un autre. Et il y a, à ma connaissance, mais ma connaissance n'est pas exhaustive, elle ne peut pas l'être aujourd'hui, il y a guère que Better Call Saul à avoir dit, OK, encore une fois, entre les deux, il n'y a pas de rapport. Dans The Crown, qui est complètement une série de l'âge des plateformes, lancée en 2016, donc déjà en plein moment où Netflix est complètement hégémonique, on a ce système qui nous fait passer un peu de Prince Charles, un peu de William, un peu de Diana, un peu de Reine, bon, voilà. Et puis parfois, un grand flashback sur la jeunesse de la reine, et puis parfois, bon. Mais moi, le vrai problème que j'ai avec cette série-là, c'est le mode de narration. C'est vraiment c'est ce mode de narration-là, ou plutôt c'est ce que la série fait de cette espèce de polyphonie, si je puis dire, ou de narration en morceaux qui fait partie de la définition du genre. Parce qu'on est dans une série où... alors, il faut que je dise les choses, il faut que j'arrive à dire les choses un petit peu dans l'ordre. D'abord, et puis tu me diras si tu es d'accord ou pas. D'abord, c'est une série dans laquelle il y a très peu de scènes à proprement parler. Parce qu'en général, au lieu d'une scène, on a, par exemple, un rendez-vous entre la reine et le Premier ministre, rendez-vous rituel. Mais quasiment tout le temps, on ne va pas avoir le rendez-vous en lui-même. On va d'abord avoir l'anticipation du rendez-vous, qui va être monté en même temps que le rendez-vous lui-même, et le débrief du rendez-vous qui va être monté en même temps que le rendez-vous lui-même. C'est-à-dire que tout est toujours, je dirais, dédoublé ou détaché de lui-même dans un truc où on est tout le temps dans l'espace du commentaire, en fait. C'est-à-dire, la reine dit par exemple « Je reçois tout à l'heure Tony Blair », et puis le début de sa phrase, on la voit, et la fin de la phrase, c'est sur l'image de Tony Blair qui arrive. Et puis après, elle va dire « J'ai reçu Tony Blair », et ce sera sur la même image. Donc on est dans cette espèce d'espace qui en permanence et d'anticipation, de reprise, et qui crée une narration qui, pour moi, échoue totalement, mais c'est presque secondaire, à avoir sa propre temporalité, parce qu'on est tout le temps dans une espèce de avant-après, après-avant qui se mélange. Ça, c'est un premier aspect, mais qui est, à mon sens, qui définit énormément la série. Alors, on peut le comprendre, on peut éventuellement le comprendre, et c'est
là où je veux revenir dans un deuxième temps, parce qu'évidemment que le sujet de la série, c'est de dire ces gens-là n'ont pas de vie propre, ils n'ont rien qui leur appartienne, dès qu'ils font quelque chose, c'est repris par les médias, c'est amplifié, commenté, et éventuellement et même déformé. le privé, les discours par exemple sont utilisés dans la série par la reine par exemple pour dire des choses intimes et privées à ses proches alors qu'il s'agit de discours publics. Donc il y a une espèce de barrière qui est constamment... Pour moi, le problème numéro 1 de la série, c'est ce que je vais essayer de décrire, c'est le rapport entre le public et le privé. Je pense qu'on est on est dans une espèce d'interpénétration. Enfin, à mon avis, très problématique. Mais je continue la description. L'autre trait qui est tout aussi fondamental, et à mon avis presque plus, c'est que c'est une série qui ne fonctionne que par comparaison. Prenons un des épisodes, il y a un des épisodes de la saison 6 qui s'appelle Deux photographes, et où on met en parallèle. C'est une série qui ne fait que tracer des parallèles. Mais sans autre nécessité, à mon sens, presque sans autre nécessité que celle-là. Il y a un épisode donc, qui s'appelle Deux photographes, où on a d'un côté un paparazzo italien tout à fait caricatural, qui court après Diana quand elle a ses vacances sur un des yachts de la famille Al-Fayed. Et puis d'un autre côté, nous avons un photographe à l'ancienne, qui est photographe de la famille royale et qui, lui, tout le contraire du paparazzo, c'est le bon père de famille, avec la veste barbour et la bonne bouille. Voilà. Et ça, c'est un procédé qui ne cesse de revenir. Lorsque, dans la suite de la saison 6, le prince William est en froid avec son père Charles, parce que, suite à la mort de sa mère, il pense quand même qu'il est un peu coupable dans la mort de sa mère. Pas du tout d'avoir commandité sa mort, mais de l'avoir délaissée. Eh bien, il va renouer avec son père. Et comment va-t-il renouer avec son père ? C'est parce que son grand-père, donc Philippe, le père de Charles et le grand-père de William, se souvient lui-même du père qu'il a été, et se souvenant du père qu'il a été avec son propre fils, il va inviter son petit-fils à renouer avec son père. On est tout le temps alors on peut le comprendre, puisqu'on est dans un espace de tradition, de hiérarchie, de répétition, où il faut que tout soit toujours en rapport avec tout. Tout doit toujours être la réaffirmation de quelque chose qu'il a eu dans le passé. Ça, je peux le comprendre dans le cas de la famille royale. Mais au point de vue de la narration, on est vraiment dans une série où rien n'arrive, si je puis dire, qui n'ait son exemple dans le passé, ou dans un passé historique, ou dans le passé il y a quelques minutes dans la série. Et ça fait que, je dirais, pour l'expérience de base du spectateur, beaucoup d'ennuis, parce que tout est toujours médié. Oui. Tout est toujours médié narrativement. C'est-à-dire qu'il y a pas c'est des personnages qui n'ont pas d'émotion propre. Et j'en veux pour exemple aussi des choses plutôt intéressantes et inattendues. La relation d'amour, la relation que moi je croyais amoureuse, n'étant pas spécialiste, même si c'est évidemment très intéressant, mais pas du tout spécialisé à la famille royale, je pensais qu'il y avait une vraie romance entre Dodi et Diana. Et là, on apprend que tout ça est téléguidé par le père de Dodi, parce qu'il est important pour lui que son fils, qu'il traite pas très bien, si son fils devient l'époux de Diana, ça lui permettra à lui, le père, enfin de devenir un citoyen de plein droit anglais, enfin être accepté par cette Angleterre, voilà. Et de même, et je ne sais pas du tout si ça correspond à la vérité, c'est pas le problème, ce que je vois, c'est que la série ne s'est pas racontée autrement que ça. Lorsque Kate Middleton va rencontrer le prince William, c'est sa mère, c'est sa mère qui veut. Alors, la série ne nous dit pas, d'ailleurs, que Kate ne s'intéresse pas à William et qu'elle le ferait simplement faire plaisir à sa mère. Mais la manière dont elle nous présente ça, c'est que c'est programmé, si je peux me permettre de reprendre ce mot, c'est programmé par un désir maternel ancien qui consiste à dire « ma fille est extraordinaire, ma fille est fabuleuse », donc il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas accès au parti le plus désirable d'Angleterre, à savoir le prince William. Et la série est tout le temps comme ça. Lorsque Elisabeth a des doutes sur son règne, on va la rassurer en la comparant à Victoria. Ou au contraire, lorsque le prince Charles veut faire comprendre « ah, je crois que c'est John Major, que sa mère a un petit peu fait son temps », il lui dit « bah regardez, au bout d'un moment, Margaret Thatcher aussi. Il y a un moment où on s'est aperçu qu'elle n'était pas capable de vivre telle transition. » Bon. Et moi, je dirais la question que je me pose, même si je pense avoir un élément de réponse, c'est est-ce que cette narration qui est sans cesse à faire passer une chose dans une autre, et qui crée quand même, j'allais employer le mot bouilli, j'exagère, mais qui crée une espèce de truc où le montage est tout le temps alterné, tout le temps parallèle, tout le temps une musique qui commence dans une scène, finit dans une autre, où ça coule, enfin, on pourrait, je pense, faire un discours politique assez facile sur l'idée du flux, on est toujours dans une espèce de flux. Est-ce que vraiment il est comme ça, si je puis dire, parce que c'est la structure de la famille royale qui est dans cette espèce de reconduction permanente de ce qu'elle est,
hein. Et ben là, on en parlait avant, je te laisserai dire ce qui me semblait très juste. Ou est-ce que ça vient aussi d'un autre côté, ça tient aussi à un autre aspect, qui est le rapport du privé et du public. Parce que c'est aussi une série où, là, peut-être pas l'extrême majorité, mais la majorité des scènes nous sont racontées via des intermédiaires. Alors, il y a un nombre de coups de téléphone incroyable. Les gens, quand ils se téléphonent, c'est pour se dire des trucs, vraiment. Donc, il y a un nombre de coups de téléphone dingues. Ils écoutent énormément la radio et la télé. Et alors, évidemment, ça permet de raconter des choses. Mais on a l'impression qu'à aucun moment, les gens qui font la série se sont dit... Parce qu'il y a évidemment un discours tout à fait convenu, anti-médias. Les médias sont quand même un peu conduit Diana à la mort. Enfin, ils ont une responsabilité. Donc, il y a un discours un peu anti-médias, qui fouille merde, etc. Mais la série, j'aime pas du tout dire, en gros, qu'un film ou une série reconduit ce qu'elle critique. Mais la série, je dirais plutôt comme ça, est incapable d'inventer un mode de narration qui soit pas en lui-même de part en part médiatique. C'est-à-dire que quand on veut que la reine nous dise quelque chose, allez, hop, retransmission télévisée. Quand on veut nous faire comprendre quelque chose, les unes de journaux, ou la radio, ou des coups de téléphone sur écoute. Et on est dans un espace, au fond, moi je m'étais fait cette remarque peut-être rapide, puis après je vais quand même me taire un peu, que j'avais l'impression que c'est une série qui commence plutôt en 1940 à peu près, c'est Claire Foy qui est la première incarnation de la reine. Ensuite, il y a Olivia Colman et Imelda Staunton. Donc c'est une série qui commence quand même au milieu du siècle et qui va... Mais à un moment, je me suis dit, en fait, cette série, elle est... Si on est d'accord avec l'idée que de toute façon, une série, un film, sont toujours contemporains du moment de leur fabrication, je me suis dit, en fait, cette série, ça fonctionne comme des réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus rien de privé, il n'y a plus rien de public. Tout ce qui est privé est immédiatement public, et tout ce qui est public est aussi de l'ordre du privé. Et si j'étais un peu rapide, je dirais, et au bout du compte, on n'y comprend plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Moi, c'est quand même frappant, par exemple, cette histoire de Kate Middleton, de se dire que c'est sa mère. Non pas que j'ai pas besoin pour vivre de croire à l'amour sincère des deux. Mais je suis quand même surpris qu'on nous le présente comme ça, surtout quelques épisodes après nous avoir présenté la relation amoureuse entre Dodie et Diana, de la même manière. Et oui, voilà, encore, on a l'impression qu'il y a plus rien de propre, de propre au sens de, pas la différence de salle, mais de propriété, quoi. Que tous les affects sont tout le temps pris dans il faut se comporter comme si... Bon, voilà, je m'arrête pour l'instant. Bon, moi, je te rejoins où, effectivement, je trouve qu'il y a quand même un caractère, alors qui n'est pas forcément propre à la série, mais aussi au film historique, de voir l'histoire toujours du point de vue de l'histoire achevée, c'est-à-dire qu'on fait une reconstruction historique où on met en avant certains moments et avec cette idée toute bête de la destinée. Et donc, comme si les gens étaient prédestinés à... Comme s'ils en avaient l'intelligence en direct d'une certaine façon. Oui, c'est-à-dire que c'est une incapacité aussi à filmer le présent, quand bien même il est passé, au moins dans une forme de complexité un peu supérieure à ce qui est montré là. Oui. Et c'est bon, mais ça, je pense qu'on le voit hélas dans beaucoup de films historiques aussi, des films de cinéma. Alors, ça existe dans beaucoup de films historiques, mais moi, je m'aventure un peu parce que, évidemment, il est impossible de faire un tableau complet des séries. Il y a trop de séries. Mais quand même, je sais pas d'ailleurs, je le disais déjà tout à l'heure, mais quand même, je dirais que 20 ans après, pour moi, le bilan, il n'est pas très bon sur les séries. Pourquoi ? D'abord, je pense que les séries n'ont pas produit de pensée, vraiment. Des choses passionnantes, des choses fortes, se sont écrites sur la série. Moi, je pense que j'ai écrit des choses qui n'est pas inintéressantes, mais la série n'a pas. Elle ne s'accompagne pas de manière systématique et nécessaire d'une réflexion forte. Les articles qui paraissent aujourd'hui sur les séries sont pour l'essentiel, étant donné l'extrême abondance d'offres, sont pour l'essentiel des articles de conseils aux consommateurs. C'est-à-dire, vous avez devant vous 92 000 séries, je vous conseillerais plutôt celle-là, parce que vous n'avez que... On n'a que tant d'heures dans une journée. Donc ça n'a pas produit quelque chose qui vient accompagner, comme ça a pu être le cas pour le cinéma, les séries de... Voilà. Quand je dis que ça n'a pas produit de pensée, c'est-à-dire que ça n'a pas produit la nécessité d'une pensée. Les séries, ce dont elles ont besoin, c'est pas d'une pensée aujourd'hui. Ce dont elles ont besoin, manifestement, c'est juste un petit peu de guidage, quoi. Un petit peu de... Voilà. Ouais, de guide. Bon, ça c'est... Bon.
C'est dommage, mais c'est comme ça. L'autre chose, pour reprendre ce que tu disais, alors effectivement, ce que tu racontes, c'est un peu ce qui est très connu, ce que Jean Paulhan appelait la prévision du passé, c'est-à-dire tous ces trucs où dans le passé, quelqu'un dit... où on nous fait croire qu'on découvre quelque chose qu'a posteriori on connaît par cœur, quoi. Voilà. Bon, comme si on voyait arriver, je sais pas moi, je sais pas qui, enfin quelqu'un qui va devenir un grand écrivain et tout le monde dit j'ai l'impression qu'il va devenir un grand écrivain lui, alors que après coup, oui, et puis c'est un petit effet de manche scénaristique. C'est un petit effet de manche scénaristique, ça fait plaisir à tout le monde, ça flatte mais on va dire que c'est totalement faux. Et dans cet ordre d'idées-là, effectivement, moi je trouve que je me suis dit, mais pour moi, j'ai pensé au fonctionnement des réseaux sociaux dans ce truc où dès qu'on publie quelque chose, on peut le publier en visant une seule personne, mais en fait on sait que d'autres personnes vont le voir et que ça va être vu de différentes manières, qu'en fait c'est à la fois privé et public. Je me suis dit, peut-être je me trompe, qu'il faut pas être obsédé par l'actualité, mais que peut-être on est simplement dans un fonctionnement, mais on le disait un peu tout à l'heure dans la voiture, dans un fonctionnement de press people, enfin de tabloïd, quoi, où dès qu'il arrive quelque chose, cette chose doit être, je dirais, mythifiée, quoi. Parce que voilà, on est que dans le mythe, en fait. On est que dans l'historique, je dirais, plus dans le pire sens du terme. C'est-à-dire l'historique étant ce qui déjà, à peine arrivé, soi-disant, serait déjà revu, tu vois, dans une espèce de ralenti permanent, quoi. Enfin, je me disais, c'est peut-être ça, ou alors, simplement, on est dans du soap opéra, en fait. C'est-à-dire des gens qui passent leur temps à vivre, comment dire, dans un truc où ils sont... alors, je disais, ils n'ont pas d'émotions propres, mais on pourrait dire presque l'inverse. C'est-à-dire, ils sont tout le temps en contact avec leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils sont toujours il est en train de m'arriver ça, je pensais pas qu'il allait m'arriver ça, qu'est-ce que... Voilà. Mais si on garde quand même l'idée qu'il y a une évolution des séries, ce qui est sûr, c'est que moi, je trouvais formidable, je le répète, que les séries, même s'il y avait des séries géniales, autant des grilles télé. Il y avait des séries géniales, d'ailleurs, dans les deux versions, soit la série où chaque épisode est totalement indépendant du précédent, type Columbo, soit au contraire des séries qui construisent quelque chose épisode après épisode, où l'action s'arrête et reprend à l'épisode d'après, exactement dans une linéarité pure. Je ne suis pas du tout d'accord, je ne pense pas du tout qu'un récit non linéaire soit par définition supérieur à un récit linéaire. Mais j'aimais quand même beaucoup l'idée que, avec la fin de la télévision au sens grille, au sens chaîne de télé, puissent se mettre en place des nouveaux types de récits. Ça, je dois dire. Mais là, quand on en arrive là, ben moi, je dois dire que les bras m'en tombent un petit peu devant une série comme The Crown, parce qu'il y a plus de rapport au temps qui soit propre. Il y a plus Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que si on doit être tout à fait essayer d'être pas trop injuste, que la dernière saison, moi c'est ce qui m'a semblé aussi, est quand même un peu supérieur, mais sans doute aussi parce que il faut finir, donc il y a un moment où on peut peut-être plus, enfin ça induit peut-être 2 ou 3 choses un petit peu différentes. Il me semble qu'il y a des choses qui surgissent un peu dans les tout derniers épisodes, vraiment, et qui dans cette espèce de mélasse un peu ou de guimauve, par image, quoi, un peu. Il y a quelques petites idées, moi j'ai l'impression, notamment le penser à son propre enterrement, parce que là ils sont plusieurs à le faire, le visualiser avec des petites figurines, la reine qui passe devant une espèce d'immense table et en se disant voilà à quoi va ressembler mon enterrement. Mais d'abord parce que ça fait partie, pardon je t'interromps, mais d'abord ça fait partie des événements qui peuvent pas sérialiser. Alors que quand par exemple 2 épisodes plus tôt ou 3 épisodes plus tôt, elle reçoit tous les membres de son staff parce qu'elle fait une espèce d'audit à la demande de Tony Blair, là encore c'est pareil. Il y a le spécialiste du pliage de serviettes, celui qui s'occupe des signes, celui qui s'occupe de l'argenterie, et ils sont tous montés les uns sur les autres, voilà. Parce que c'est sérialisé, là, c'est son enterrement. On peut pas le sérialiser. Si on filme le truc, il faut le filmer. On peut pas filmer 3-4 enterrements. Et effectivement, là, je me suis dit, tiens, pour une fois, toute la série, elle fonctionne un peu comme ça, par modélisation. C'est-à-dire, il t'arrive quelque chose, à ton oncle, il t'est arrivé la même chose, puis à ton grand-père, encore la même chose, et puis à Édouard, je sais pas quoi, il y a 6 siècles, encore la même chose. Mais là, c'est de la modélisation, mais effectivement, la maquette est vachement bien, puisque tout son staff convoque la reine, si on peut dire, pour lui dire, madame, il faut qu'on mette en place opération London Bridge, qui est le nom de code pour son enterrement. C'est vrai que c'est assez génial comme idée. C'est-à-dire, elle a 80 ans, et donc, combien on va faire venir on prévoit 6000 soldats, et il y a une maquette. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai 2 autres exemples dans la dernière saison que j'ai trouvé un peu plus... où je me suis dit, tiens, là, ils auraient pu, justement, à travers, dans cette narration tout le temps médiée, ils auraient pu faire quelque chose.
Donc elle regarde sa maquette, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt pas mal. Il y a un autre moment par rapport auquel je trouve que la série s'en sort plutôt pas mal, c'est l'histoire, dont j'avais entendu parler comme tout le monde, mais j'avoue pas dans le détail, du prince Harry photographié en uniforme nazi. C'est une soirée déguisée, il est étudiant avec son frère, voilà, ils font un peu des fêtes d'étudiants, et on voit d'abord, ils vont dans le magasin de déguisement. William, il veut se déguiser en lion, alors ses copains se moquent de lui en disant oui, c'est le roi lion. Harry, il prend un uniforme nazi, d'ailleurs un peu encouragé par son frère, et il y a un troisième qui se déguise en reine. Et je me suis dit, tiens, voilà, un peu de carnaval, soudain. C'est-à-dire un peu de... On joue, puisque tout est tout le temps ailleurs en même temps, et tiens, un peu de carnaval, un peu de dérision, vraiment. Et là, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ce type, en plus, il joue assez bien, le type qui s'habille et qui fait une reine vraiment de carnaval. Il monte sur scène, il danse, il est pas du tout conforme à l'image... finalement quand même assez sage de la reine, même s'il y a des scènes plutôt pas mal. Le discours qu'elle prononce pendant le mariage de Charles, je ne sais pas s'il doit être véritable, est quand même assez drôle. Et puis il y a un troisième moment, c'est lorsque, comment s'appelle-t-il, William est invité dans la famille de Kate Middleton, et que, il est invité, entre autres, pour commenter le jubilé de sa grand-mère, pour les 50 ans de son règne, et qu'en effet, il regarde la télé, et que là, il commente vraiment. C'est-à-dire que c'est pas la narration elle-même qui est tout le temps dans le commentaire du truc, c'est un personnage qui vraiment, lui, dit des choses, et en plus, il dit des choses pas tout le temps vraies, il s'amuse un peu, et notamment sur le rapport de sa grand-mère avec le Premier ministre, voilà. Il me suis dit, tiens, voilà, là, alors, est-ce que, sans doute, parce que c'est les derniers épisodes, et qu'au fond, comment dire, il n'est plus temps de prévoir, si je puis dire, j'ai trouvé que la série, se disait, tiens, soudain, elle disait, comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de gens où tout est déjà raconté d'une certaine façon. Comment nous, on peut ajouter une distance et donner au spectateur, je dirais, la compréhension et l'intelligence de cette distance. Parce que pour le reste, on est effectivement dans une espèce de mélasse, de récit, plus ou moins médiatique, plus ou moins médiatisé, plus ou moins tout. Alors, moi, c'est une chose... Il y a un petit fil aussi, moi, que j'aurais, qui est là, et hélas, peut-être pas suffisamment tressé, mais l'idée est quand même bien présente, et notamment dans les discussions entre la reine et Tony Blair. Et puis, on le ressent aussi un peu dans le dernier épisode. C'est cette idée d'une forme un peu de vacuité de sens de la couronne, et parce que finalement, c'est un pouvoir qui n'a pas à se revalider. Donc, il est là. Et ne serait-ce que l'interroger une seule seconde pose problème, ça devient presque hérétique. Et là, on sent cette assise finalement purement fictive. On peut la sentir à travers des dialogues que j'ai trouvé quand même un peu intéressants, ou alors des manières de filmer la reine un peu comme ça, perdue dans un palais. Et ça, il y a cette petite idée-là. C'est presque dommage que c'est pas surgi un peu plus violemment, quoi, dans la série. Mais il y a quelque chose. Je suis d'accord. Elle, c'est quand même plutôt un beau personnage, la reine. Déjà parce que sa silhouette, cette petite femme. Sa silhouette est toujours je trouve, très bien. Mais moi, je remets ce que tu dis, avec quoi je suis tout à fait d'accord, je mets en rapport avec toujours cette question du programme. C'est-à-dire que dans une série, on remontera jamais jusqu'au premier terme. C'est-à-dire que quand une série commence, on est déjà dans la mafia, on est déjà dans la police, on est déjà dans la justice, on est déjà dans la monarchie. On reviendra jamais à l'origine. Mais la question qu'on posera toujours, c'est la question de la fin. C'est comment ça se termine. Une série, c'est presque toujours ça. C'est en gros des personnages qui, au fond, quelque part, voudraient en finir avec leur... songent à en finir, parce qu'elle aussi, elle songe à en finir, d'ailleurs, puis elle change d'avis au dernier moment. Songent à en finir avec cette espèce d'obligation qu'ils ont d'être toujours égaux à eux-mêmes. Et effectivement, comme tu le dis, s'ils devaient s'interroger sur ce qui les oblige, ça les jetterait dans un gouffre. Donc, surtout ne pas s'interroger. Et c'est vrai qu'il y a ça à plusieurs reprises, et que de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Mais je voulais dire autre chose, parce que ce régime-là de comparaison ou de parallélisme permanent, à la fois dans le récit et dans le montage. Bon, de toute façon, on peut dire qu'ici, récit et montage, c'est la même chose, parce qu'on est tout le temps dans une espèce de tresse. Moi, ça fait partie des choses qui m'avaient beaucoup frappé quand j'avais travaillé sur Les Sopranos, où c'est vraiment une série dans laquelle les choses sont toujours
c'est du billard tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les Sopranos, si Tony bastonne un peu trop un type de son équipe, c'est parce que 4 scènes plus tôt, sa mère lui a mal parlé, et puis si au contraire il va être gentil, c'est parce qu'il veut se rattraper d'un truc. Qu'on est tout le temps dans l'indirect. On est effectivement déjà à ce moment on était dans l'indirect, cet indirect qui est tellement présent, je trouve, dans The Crown. Sauf que je crois que dans les Sopranos, ça sert avant tout l'idée vraiment d'une cruauté, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un est violent avec quelqu'un d'autre parce que, encore une fois, quelques scènes avant, il lui est arrivé quelque chose. Alors que là, je trouve que c'est une série dans laquelle il y a la cruauté au sens de quelque chose qui appuie, quoi, et très peu présente. Encore une fois, au profit d'une espèce de je sais pas quoi, de manège où ça tourne. Ça donne même lieu à des trucs très étranges. Je pense à un des entretiens entre Tony Blair et la reine. La reine, elle a un peu peur de Tony Blair au départ parce que sa popularité est trop... D'une part, sa popularité est très grande, et d'autre part, il a des vraies intentions réformistes. Donc elle se méfie de lui, et elle ne voudrait pas que sa popularité à lui fasse de l'ombre à la sienne. Bon, donc elle est un peu... Elle se méfie un peu de lui. Et puis, d'une certaine manière, elle se réjouit presque, si je puis dire, du fait que la situation irakienne devient un vrai problème pour lui, parce que, comme les Américains, il a prétendu qu'il y a des armes de destruction massive, là où il n'y en avait pas, etc. Et ils ont leur entretien hebdomadaire, et c'est juste après l'incident de Harry photographié en uniforme nazi. Et Tony Blair dit oui, on a tous fait des conneries quand on était jeune. Il faudrait simplement qu'ils trouvent peut-être une petite manière de s'absenter pendant un certain temps. Une stratégie de fuite, ouais. Voilà, une exit strategy, dit-il. Et elle lui dit ah oui, comme vous en Irak. Donc déjà quand même drôle de parallèle entre. Alors s'il est assumé, il est assez dur pour le coup de faire le parallèle entre un type qui se laisse photographier en uniforme nazi et un Tony Blair qui par je sais pas quoi, par atlantisme s'est laissé. Bon. Après le parallèle il peut peut-être tenir, mais enfin là il joue que sur une réplique. Et puis elle enchaîne, elle passe à un troisième truc puisqu'elle dit ah oui, exit strategy, j'en entends beaucoup parler en ce moment puisque c'est le moment où en gros c'est pas qu'on lui conseille, mais elle s'interroge sur le fait d'éventuellement abdiquer, quoi. Et là, moi, je me suis quand même un peu frotté les yeux. Je me suis dit, mais d'accord, on met quand même sur le même plan 3 choses qui sont pas vraiment articulées, quoi. Et encore une fois, toute la série est en permanence comme ça. Une chose passe dans l'autre, qui passe dans l'autre, qui passe dans l'autre. Pour moi, ça a un effet, mais je sais pas si c'est ton cas. C'est très difficile de se souvenir de cette série, je trouve. Quand on a vu un épisode, moi, on m'aurait demandé à chaque fois ce qu'il racontait, j'aurais eu le plus grand mal. Et c'est très ennuyeux. Tout à fait. Pardon, dit-il après 4 heures de discussion. C'est très ennuyeux. On reste là-dessus ? Bah ouais, très bien. Est-ce que tu veux annoncer la suite ? Oui, la suite. Là, c'était donc notre jubilé pour l'épisode 10. La suite, ce sera autour de Justine Triet, parce que ça va être la fin de l'année, que c'est quand même un peu la cinéaste de l'année. Donc ce sera pas simplement autour d'Anatomie d'une chute, mais de l'ensemble de ses films. Et d'ailleurs, il y aura déjà une soirée qui est programmée à Eldorado le 4, avec Victoria. Mais à travers Victoria, ce sera l'ensemble de ses films, qui sont pas si nombreux, mais ça fait quand même déjà quelque chose. Merci Emmanuel. Merci. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.